Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, beaucoup de livres sortent sur la meilleure façon d'être parent. Celui-ci nous a particulièrement plu car il propose une méthodologie dont chacun peut s'emparer. Son titre, ça ne peut plus durer. Il est signé Céline Siritelis, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité dans les kiosques et programmes d'histoire, mais aussi de langue, avec la naissance du magazine Les Petits Mythos. Mythos comme mythologie, pas comme mensonge, évidemment. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. C'est bientôt la semaine nationale contre le cancer. Et parfois, la médecine triomphe des cancers les plus meurtriers. Ce fut le cas pour le jeune Lucas. Il vous racontera son histoire. Rendez-vous enfin avec les années collège et Amélie Paris. Elle vient d'organiser dans son établissement une journée dédiée à l'enseignement professionnel. Compte rendu et piste en fin d'émission. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. 35 lignes de conduite pour autant de comportements difficiles que les parents ont bien des chances de rencontrer au moins une fois avec leurs enfants. Elles vous sont proposées, ces 35 lignes de conduite, par Céline Siritelis dans Ça ne peut plus durer, le livre qu'elle publie aux éditions Marabout. Et on a le plaisir de vous accueillir. Céline Siritelis, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences du langage, experte en guidance parentale. Votre livre s'appuie justement sur un usage approprié du langage qu'on emploie avec les enfants. Les mots comptent, c'est ça un des premiers fils conducteurs. Oui, j'ai l'habitude de dire mon expertise c'est la communication et mon outil c'est les outils du coaching, de l'accompagnement, parce que les mots ont beaucoup d'importance et la façon dont on considère les situations, donc les mots qu'on utilise pour les décrire, les penser en tant que parent, et les mots qu'on utilise pour donner des indications aux enfants sont très utiles pour atteindre un peu mieux l'objectif qu'on poursuit en tant que parent. Livre qui propose des lignes de conduite, disait-on. En résumé, c'est un petit peu comme des modes d'emploi. C'est ça, un mode d'emploi, un pas à pas, c'est une marche à suivre et en l'appliquant, les parents ont plus de chances d'obtenir les résultats auxquels ils aspirent sans avoir en chemin à se poser de questions de changer son fusil d'épaule ou pas. J'ai réfléchi au truc en amont, je sais exactement ce que j'ai à faire. Ça, on va en parler, des vertus de l'anticipation, du à chaud, du à froid. Il y a quand même un préalable que vous soulignez dans l'introduction du livre, qui est que se dire qu'on nomme souvent problème un comportement ou des comportements qui sont propres à l'enfance. C'est vrai. Ce qui me frappe, c'est que en tant que parent, on partage tous un peu les mêmes constats de mon enfant bouge à table, mon enfant m'attend pas dans la rue. Donc finalement, est-ce que c'est un problème de mon enfant ou est-ce que c'est un comportement de l'enfance? Et le livre, il a vocation non pas à dire à adopter une position naïve ou fataliste, il n'y a rien à faire parce que c'est des trucs d'enfant, mais au contraire de les aborder de façon constructive pour que ces comportements de l'enfance ne deviennent pas le point noir du quotidien. Et que ça ne devienne pas un problème, justement. Exactement. Ce sont des comportements et nous, on fait notre boulot de parents, on essaie d'éduquer nos enfants. Rencontrer la frustration, par exemple, et le vivre plutôt mal, ça, c'est d'une certaine manière tout à fait normal. Oui, et parfois les parents se considèrent en échec quand on explique, on dit non à l'enfant pour, je sais pas, le truc typique, c'est le biscuit à 18h45 alors que les pâtes sont quasiment cuites. Oui, alors ça, il y a même des enfants très très grands qui me le font. Oui, je te parle, je te parle, ma fille. Oui. Dans cette situation-là, quand le non du parent entraîne une frustration de l'enfant, il y a parfois un sentiment d'échec. Attends, je lui avais dit, c'est la règle, il sait très bien, c'est pas la première fois, etc. Mais accepter la frustration comme étant une espèce de suite logique du processus, c'est ça qui permet de l'aborder plus sereinement et donc de développer. Avec la frustration, on a vraiment l'opportunité de développer un rapport apaisé au cadre et aux limites. Encore faut-il comprendre qu'il s'agit bien de frustration et éventuellement d'où vient cette frustration. Alors vous disiez c'est un pas à pas, une méthode que les lignes de conduite que vous proposez. La première étape très souvent que vous suggérez, c'est d'abord d'essayer de décrypter ce qui se cache derrière un comportement difficile. Oui, parce que c'est essentiel. Il faut savoir, en fait, de comprendre ce que l'enfant cherche à faire, quelle est son intention. Et en partant du principe que je crois le dire sans risque, 100% des cas, il y a une intention plutôt positive. L'enfant n'a pas décidé de pourrir la vie des parents, de supprimer tous ses congénères de la crèche, etc. Quand on trouve l'intention positive de l'enfant, on a une clé hyper précieuse. Déjà, on va connecter avec lui plus facilement que si on pense qu'il nous cherche, il le fait exprès, il sait très bien, etc. Et on va surtout avoir cette clé pour rediriger vers une autre façon de faire ce que l'enfant cherche à faire et pour lequel il adoptait pour l'instant une stratégie qui n'est pas adaptée. Donc on ne peut pas dire non en tapant, mais comment est-ce qu'on peut dire non? Et l'enfant est beaucoup plus réceptif quand au lieu de faire des leçons de morale sur pourquoi il ne faut pas taper, on lui explique
pas forcément dans le feu de l'action, on lui explique. Oui, dans le feu de l'action, on y reviendra, on l'arrête. Comment faire. Ça fait partie des rares moments d'ailleurs où il faut vraiment arrêter le comportement. Oui, l'intervention physique, elle est nécessaire. Voilà. La physique ne veut pas dire coercitive. Mais de pouvoir rediriger pour comment faire ce que tu cherches à faire de façon adaptée. Et ici, comment dire non sans taper. Si on prend un exemple que vous avez cité, un enfant qui ne se tient pas bien ou qui ne tient pas en place à table, ça peut venir de plein de facteurs en fait. Oui, la liste elle est assez longue. Ouais. Il peut y avoir des enfants qui ont un besoin de bouger qui est très présent ou qui n'a pas été suffisamment assouvi. Il peut y avoir aussi l'impact de la satiété. Chez les petits, on le voit très vite. Tant qu'ils ont faim, ils sont canalisés devant leur assiette. Puis dès que la satiété s'installe, hop, l'assiette, ça part un peu dans tous les sens. Et le cas échéant, l'assiette voilà. se retrouvait par terre. Donc simplement, quand on raccourcit le temps du repas, alors il n'y a pas de risque que si à 18 mois, on raccourcit le temps du repas à 5 minutes, on n'est jamais quelqu'un qui reste à table à 17 ans. Ça, c'est parfois des craintes. On peut, en tout cas, quand on comprend ce qui se passe pour l'enfant, on peut choisir qu'est-ce qu'on met en place en face. On va aussi chercher à identifier les émotions que vit l'enfant, qu'il rencontre. Elles sont souvent présentes sous la surface de l'eau, écrivez-vous, et peuvent déclencher des comportements difficiles. Oui, je crois que très souvent, il y a des aspects d'émotion. Vous parlez de sous la surface de l'eau, c'est parce que je prends souvent l'image d'un iceberg pour illustrer les comportements de l'enfant. En haut, c'est ce qui pose problème aux parents. Mon enfant tape. Et sous la surface de l'eau, c'est ce qui pose problème à l'enfant. Il est très frustré. Et en fait, quand on va décrypter par le biais de l'émotion, on connecte mieux et on va pouvoir développer des compétences émotionnelles, pas en un jour, pas en une nuit, mais petit à petit, parce que plus on augmente la capacité de l'enfant à savoir ce qu'il est en train de vivre, plus on développe sa capacité à réguler les comportements quand il vit telle ou telle émotion. Je suis convaincu que nous devons faire preuve de bienveillance pour nous-mêmes et envers chaque parent pour rester bienveillant ou bienveillante envers nos enfants, écrit Céline Siritellis. Tiens, on va en parler de la bienveillance, mais juste après l'anti-sèche. Cécile Fournier. Petit cours de mythologie dans cette anti-sèche. Cécile, bonjour. Bonjour. Mythologie, car les éditions Milan la remettent au goût du jour avec ce nouveau journal. Oui, alors il existait déjà la série de BD Les Petits Mythos de Christophe Cazeneuve et Philippe Larbier chez Bambou Éditions. Voici donc chez Milan Presse le magazine Les Petits Mythos, dans lequel on trouve des jeux, des infos rigolotes. L'idée est de dépoussiérer un petit peu les héros de la mythologie grecque, qu'on aime tant, non? Qu'on aime tant, depuis longtemps d'ailleurs. Depuis longtemps. Ça a quelques siècles déjà. Ouais. Un sacré beau. 1400 avant notre ère, la mythologie grecque. Les premiers textes qui nous sont parvenus et qui relatent ces mythes, ce sont ceux de Homère, ce sont ceux d'Hésiope. Qui date du 8e siècle, avant Jésus-Christ. Voilà, avant Jésus-Christ, oui. Et il y a également des traces aussi dans les œuvres d'art, dans la céramique, les statues, les temples, etc., qui nous racontent tous ces mythes. Tous artefacts sur lesquels on peut voir dessiner des histoires qui renvoient à Zeus, à Athéna, à Apollon et à tous les autres. Ceux que vous venez de citer, ce sont les dieux, les quelques dieux et les déesses parmi les 12 qui vivent dans le Nord. Moi, je cite que les dieux, moi, je suis comme Bien ça. sûr, Voilà, vos amis à qui vous parlez directement. Alors Zeus a 5 frères et sœurs, Poséidon, Hadès, Déméter, Héra et Hestia. Et ils sont les enfants de 2 titans, Chronos et Rhea. Eux-mêmes enfants, oui, ils sont frères et sœurs, de Gaïa, la déesse mère et de la terre, et Ouranos, le dieu du ciel et du temps. Et Gaïa fait partie des 8 titans, les dieux primitifs à l'origine du monde, avec notamment Ouranos et Eros. Sacré. Vous avez compris? Ouais. C'est compliqué. Sacrée famille, assez violente d'ailleurs, quand on commence à lire l'histoire, mais c'est qu'une petite partie de l'histoire en plus que vous nous faites là. Oui, parce que Zeus a eu aussi des enfants. Achille, Athéna, Perséphone, il y en a beaucoup, beaucoup d'enfants. Ouais. Et qui dit famille dit histoire de famille, et c'est ça la mythologie en fait, ce sont leurs histoires qui en réalité cachent des morales, des leçons de vie, des manières de faire passer des messages. Au départ, les dieux dits primitifs représentent les éléments fondamentaux. Il y a Chaos, qui en fait, c'est le premier dieu des dieux, en fait c'est notre Big Bang en réalité. Il y a Gaïa, vous l'avez évoqué, la terre, et puis Ouranos, le ciel et le temps. On retrouve bien les éléments. Et puis ça permet aussi d'expliquer des phénomènes météorologiques. Pourquoi il y a des tremblements de terre, Emmanuel, vous le savez? Oh, bon, ça doit être un dieu, ça. C'est un dieu, et oui, vous le connaissez. C'est Héphaïstos, le dieu du feu, qui est en train de forger des foudres pour Zeus, tout simplement. Voilà, parce que chaque dieu a sa spécialité. Oui. Héphaïstos, le feu, vous l'avez dit. Le feu, Arès, la guerre. Ouais. Athéna. Okay. Elle était écrite intelligence, beau ça. Oui. Alors, c'est pas la guerre, c'est la stratégie guerrière. Mais moi, j'aurais dit la guerre, j'aurais dit comme vous. Oui, moi aussi, j'aurais dit comme vous, mais j'ai... Ah oui, d'accord, mais vous avez révisé entre temps. Mais il y a intelligence, beaux-arts, elle a beaucoup de choses, elle. Et puis il y a Dionysos, l'ivresse. Le dieu du vin, ouais, ça, de l'ivresse. Mythologie qui fascine aujourd'hui encore, on en parle régulièrement dans l'émission d'ailleurs. Et pourquoi? Je vous le demande. Je vous le demande en mille. Parce que c'est un récit universel et intemporel. On parle d'amour, on parle de jalousie, de colère, d'envie, il y a tous nos sentiments humains dans ces dieux. Et notre langue est complètement irriguée par des expressions mythologiques. On en avait parlé avec cette belle BD publiée aux Arènes
certaines BD sur la grande histoire de la mythologie Et grecque. il y a Touche le pactole. Moi, j'aime bien cette histoire. Vous connaissez cette histoire, je ne vous l'apprends pas. Midas. Le roi Midas se voit offrir un don par Dionysos, qui est celui de toucher n'importe quel objet et qui se transforme en or. Au bout d'un moment, il ne peut plus embrasser sa femme, il ne peut plus manger parce que tout se transforme en or. Donc pour enlever ce don qui est merveilleux mais qui ne l'est pas, il doit se plonger dans le fleuve Pactole. Et une fois qu'il est plongé, le fleuve se met à charrier des pépites d'or. D'où il touche le pactole. le pactole. Cassandre. Cassandre, je voulais Cassandre qui a prédit la chute de Troie, personne ne l'a jamais cru. Et ben voilà. Et puis une que j'aime beaucoup, être Médusée. Médusée. Alors, Méduse, c'est une très belle jeune fille que Neptune enleva pour l'emmener dans le temple de Minerve. Celle-ci se sentait offensée par la beauté de Méduse, la transforma pour se manger en espèce de créature affreuse avec des cheveux en serpent, des dents de sanglier et des ailes d'or. C'est vrai que c'est moins ragoûtant. Elle était devenue si laide que quiconque la regardait s'en trouvait stupéfait et donc Médusée. C'est QFD. J'adore. Voilà. Ah, ça y est, là, vous êtes Médusée ? Je suis Médusée. Ok. Tomber dans les bras de Morphée, l'épée de Damoclès, riche comme Crésus. Il y en a plein. Accomplir un travail de titan. Exactement. Et, et des mots aussi, le narcissisme, un Apollon, un Cerbère, un Pygmalion. Il y en a plein. Plein. Cette mythologie grecque n'est pas sans lien avec la mythologie romaine. Tout à fait. Elle la fonde même. Et oui, elle est très inspirée de la mythologie grecque puisqu'elle arrive après. Alors chaque dieu a son équivalent. Par exemple, Zeus c'est Jupiter, Héra c'est Junon, et aussi certains dieux n'ont pas le même prestige d'une mythologie à l'autre. Arès c'est le dieu grec qui est détesté, et son équivalent Mars, donc chez les Romains, faut que je me concentre, lui est adoré parce que c'est la guerre là-bas, c'est très central dans leur vie. Et puis c'est aussi le dieu Mars, c'est aussi le dieu de la défenseur de la culture, donc c'est pour ça qu'il est plus aimé que Arès côté grec. Et voilà, mais là on reste du moins chez les Grecs. Les petits mythos. Oui, ça c'est les Grecs. Le MAG, chez Milan, numéro 1, la suite des BD. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour ces révisions à la fois d'histoire, de linguistique, de philo. On fait beaucoup de philo avec les... Ils sont partout, les Grecs. Merci beaucoup. On retrouve Céline Siritelis, Grand Oral. Ça ne peut plus durer, c'est le titre du livre que Céline Siritelis publie aux éditions Marabout pour aider les parents confrontés aux comportements difficiles de leurs enfants. Je ne l'ai pas dit, on vous retrouve aussi, Céline, sur Insta à l'adresse Céline_Siritelis. Parlons bienveillance un instant, comme je le promettais juste avant l'anti-sèche. Ça ne se confond pas avec « fais ce que tu veux ». Non, j'ai l'habitude de dire la bienveillance, et on va revenir sur la frustration, la bienveillance, c'est pas dire « va où tu veux », c'est dire « je suis là, même quand tu ne peux pas aller partout où tu voudrais aller ». Et la frustration, elle vient de façon naturelle, et c'est la capacité des parents à l'accompagner qui est vraiment l'aspect de bienveillance. On confond souvent la bienveillance avec une sorte de gentillesse, c'est ça, ou de laxisme, de permissivité, et je crois qu'elle est plutôt à raccrocher à un intérêt supérieur, et on aimerait nous aussi que nos enfants ils puissent aller partout, mais ça n'est pas possible pour des raisons que parfois nous-mêmes choisissons ou qui s'imposent à nous. Et c'est le fait de les accompagner et de comprendre que ça puisse être source de frustration pour eux qui permet de les accompagner avec bienveillance. Avec derrière une autre notion, et j'ai appris un mot en vous lisant, puisque c'est normal pour une linguiste, qui est le mot, on devine là, ce qu'il veut dire, mais quand même, d'équidinité. Oui, il n'est pas de moi, il est d'un thérapeute danois qui s'appelle Jesper Juhl. C'est pas le même Jules que les jeunes connaissent. Et c'est lui qui a proposé ce terme pour inviter à considérer avec autant de valeur, donc l'aspect de dignité, les adultes que les enfants. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une égalité, mais cet aspect d'équidinité, il est présent justement quand je peux comprendre que pour mon enfant, ce soit source de frustration, que ce qu'il ressent a autant de valeur que mon intention à moi de mettre une limite à tel ou tel endroit. Et ça aide beaucoup les parents à sortir des rapports de force ou à être dans la critique aussi. T'exagères, tu le savais très bien, je t'avais prévenu avant. Tout ça postule moins de compréhension d'une forme de normalité de la réaction de l'enfant. On l'a cité pour des enfants qui se comporteraient mal ou qui se mettraient en danger, où là, il faut arrêter le truc tout de suite, y compris l'arrêter physiquement, et on peut le faire sans violence d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il faut porter un coup d'arrêt. Mais sinon, arrêter sur le coup, ça marche pas. Enfin, ça ne résout pas tout, loin s'en faut. C'est comme essayer d'éviter un problème en disant, par exemple, si tu es insupportable au supermarché, je ne t'emmènerai plus faire les courses. Déjà, il ne saura jamais faire les courses et on n'aura pas traité le problème qui fait qu'il est insupportable quand on fait les courses.
Je crois que la phrase que je prononce le plus souvent, c'est « tout ne se joue pas à chaud ». Et alors, il est souvent nécessaire d'intervenir à chaud, mais quand on veut développer des compétences, la capacité des enfants à respecter certaines règles malgré leurs élans, on a besoin de semer des graines en amont. On peut aussi même faire des choses après coup, que ça a été un épisode positif ou plus difficile. À tous les instants, on a la possibilité de développer des compétences. Et dans le feu de l'action, alors c'est pas tant le côté le feu de l'action, mais quand il y a un comportement difficile, souvent c'est qu'il y a un truc qui est pas, ça va pas pour l'enfant, etc. C'est pas à ce moment-là qu'ils sont le plus réceptifs pour des apprentissages. Ils sont pas prêts à écouter. Entre céder et tenir bon, dites-vous, il y a souvent une troisième voie. Oui, c'est d'accompagner. En fait, on est souvent dans cette dichotomie. Soit je cède. Bon, tu sais quoi, brosse pas tes dents, tu viendras pas me voir quand tu auras des caries. Ça ressemble à céder. Tenir bon, c'est je veux pas savoir, tu les brosses. Au milieu, on peut avoir beaucoup de choses. Un exemple que je pourrais donner, c'est ok, ce soir, ça va pas du tout, ça part dans tous les sens. Se brosser les dents, c'est hyper important. On le fera demain matin. Là, maintenant, il faut revenir au calme. Et de cette façon, je suis ni en train de céder, ni en train de tenir bon. J'agis avec constance. C'est moi qui conduis un peu la locomotive et qui, à la fois, je rappelle que c'est important de brosser les dents, mais en même temps, je reste responsable de la situation parce qu'y aller dans un truc hyper conflictuel, c'est rarement ça qui résout les situations. Ça revient souvent dans les conseils que vous donnez, ça d'ailleurs, de décaler. Temporiser. Dans céder ou tenir bon, temporiser, c'est vraiment une des troisièmes voies. C'est-à-dire, c'est pas. Il ne faut pas se dire qu'on est en train de céder ou de se faire avoir. Je le dis avec des mots simples. Qui prend la décision que ce sujet-là, j'y reviendrai dans des circonstances plus favorables. Et aussi parce qu'il faut, et ça vous le dites à plusieurs endroits du bouquin, choisir ses batailles. On ne peut pas tout résoudre d'un coup et dans une situation de famille, un moment très quotidien, typiquement le brossage des dents, on ne va pas non plus mettre la maisonnée sans dessus-dessous pour. Oui, et puis des fois, on cumule sur les dents, on va dire, il faut les brosser, il faut qu'il le fasse dès que je l'ai dit, il faut qu'il le fasse vite, il faut qu'il le fasse autonome. On peut choisir nos priorités. À table, c'est aussi un sujet où il faut qu'il goûte à tout, il faut qu'il parle sans couper la parole, il faut qu'il bouge pas trop à table. De se dire, bon, en ce moment, ma priorité, c'est qu'on puisse avoir du plaisir dans les moments à table. Je fais exprès de baisser un petit peu mes attentes sur d'autres sujets parce que je sais que j'aurai d'autres occasions d'y revenir avec plus d'efficacité. Et on y va à part. Les punitions, bonne idée, mauvaise idée ? Moi, je ne propose pas de punition. Je trouve que leur efficacité est trop faible. C'est-à-dire que face à un comportement difficile, au mieux, avec la punition, on a une forme d'efficacité à court terme. C'est-à-dire que l'enfant accepte, se soumet et va dans sa chambre, par exemple. Je peux me dire, yes, j'ai assuré, c'est bon, maintenant il sait qui est-ce qui décide ici. Mais je n'ai pas résolu grand-chose en vrai. Quand le problème, c'est pas que l'enfant ne veut pas, mais que l'enfant ne peut pas, c'est-à-dire qu'il y a des compétences à développer, la punition ne fournit pas assez d'enseignement. Les lignes de conduite, c'est ce que nous construisons avec les familles que j'accompagne, c'est-à-dire une marche à suivre précise et concrète pour aider les enfants à adopter de plus en plus souvent et de plus en plus facilement les comportements attendus. Extrait du livre « Ça ne peut plus durer » de Céline Siritelis, que l'on va retrouver juste après la récré. La récré, c'est avec Cécile Fournier. Rebonjour Cécile. Rebonjour. Du 18 au 24 mars, ce sera la semaine nationale de lutte contre le cancer. Et pour cette récré, parce que ce n'est pas un sujet de récré, normalement on rigole dans la récré, néanmoins, il y a parfois des belles histoires. Et là, vous en avez une. Oui, c'est une belle histoire parce que c'est une histoire de guérison. Celle d'un jeune Belge qui a guéri d'un cancer particulièrement redoutable. C'était pas gagné. Oui, Lucas, 13 ans, il vient d'être déclaré guéri du cancer du cerveau pédiatrique, à savoir le gliome infiltrant du tronc cérébral, un cancer réputé incurable. Alors, si le taux de survie à 5 ans d'un cancer pédiatrique est atteint désormais 85%, certains d'entre eux, comme celui-ci, le gliome infiltrant du tronc cérébral, est particulièrement mortel. Il faut savoir qu'une fois que la tumeur a été déclarée, le décès survient entre 9 et 12 mois. Ce cancer touche 50 à 100 d'enfants et adolescents chaque année en France. Donc sa guérison, ça représente aussi un vrai espoir. C'est-à-dire que la médecine progresse. Oui, c'est merveilleux. Mais il avait été diagnostiqué à l'âge de 6 ans. Donc déjà, il avait même dépassé l'espérance de vie. Il avait été suivi en France par l'équipe du docteur Jacques Grill qui pilote le programme tumeur cérébrale du département de cancérologie pédiatrique du centre anti-cancer Gustave Roussy à Paris. Et c'est là qu'il a testé un nouveau médicament. Nouveau médicament qui donc fonctionne. En tout cas, a fonctionné sur lui. Oui, parce qu'en fait, il y a eu d'autres enfants qui font partie de cet essai clinique. Ils n'ont pas obtenu les mêmes résultats. La tumeur est toujours là. Non, elle a diminué, mais elle est toujours là. D'accord, donc Lucas a eu un peu de chance quand même. Un petit peu de chance, c'est un petit peu un cas à part. Ils se disent quoi les médecins, comment ils expliquent ? Parce qu'en fait, ils pensent que la tumeur présentait une mutation extrêmement rare et donc que cette mutation a rendu ces cellules,
open, j'allais dire, beaucoup plus sensibles aux médicaments qu'ils recevaient en fait des traitements. C'est pour ça. Les traitements contre le cancer qui progressent, c'est quand même ça une bonne nouvelle. Vous avez, je crois, une autre guérison côté adulte cette fois qui vous a touché. Oui, aussi. Ouais. Je l'ai lu dans la presse locale. Christian Gavec, un retraité qui vit à Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques, était atteint d'un mélanome métastatique. On lui donnait 14 mois à vivre maximum. Il est bien plus aucune trace de cancer. Il a suivi un traitement d'immunothérapie qui revient très dans l'actualité du docteur Caroline Robert. Donc, voilà. Merci beaucoup. On participe à la semaine du cancer de l'espoir. Et on rappelle que les cancers les plus fréquents restent ceux de la prostate, du sein et du côlon rectum, ainsi que celui du poumon. Merci beaucoup. Vous nous ferez une récré plus légère. Mais voilà, hommage à la recherche sur le cancer et à ce que toute la médecine met en œuvre à Gustave Roussy et dans d'autres instituts. Merci beaucoup, Cécile. On reparle éducation avec Céline Siritelis, Grand Oral. Le livre est organisé en 3 grandes parties. Vous avez les situations où les parents disent non, une décision que vous avez prise, vous ne voulez pas ça, celle où l'enfant dit non, il ne veut pas faire un truc, et celle enfin où l'enfant vit des émotions intenses, et à chaque fois, pas à pas, Céline Siritelis vous guide pour vous aider dans ce livre qui est sorti donc chez Marabout. Nos erreurs, écrivez-vous, comptent moins que ce que l'on fait pour les réparer. Parce qu'on en fait des erreurs quand même. Tout le monde. Ouais. Cette phrase, je la dis parfois au sujet des enfants. Donc on peut leur indiquer et ça baisse beaucoup la pression, ça facilite le sentiment de responsabilité, d'être capable de faire différemment, de réparer. Et puis pour les parents aussi, parce que parfois on a tendance à se décourager, de se dire oh là là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et sous le coup des émotions, nous aussi, on fait plein de trucs par réflexe que notre tête dit après, au sujet desquels notre tête dit pourquoi j'ai fait ce truc. Et donc je rappelle très régulièrement autant aux enfants qu'aux parents que nos erreurs comptent moins que ce qu'on fait pour les réparer. On est clairement avec votre livre, avec votre travail dans la grande famille de l'éducation positive. On va quand même redire, et ça se voit dans votre bibliographie, ça se voit dans votre approche, enfin bref, mais on va quand même redire inlassablement, comme à chaque fois qu'on en parle dans cette émission, que ça ne veut pas dire ne pas fixer de limites. Tout tient à la question, à la façon dont on le fait en fait. Oui, moi je vois cet aspect de, si on peut qualifier d'éducation positive, c'est de prêter des intentions positives aux enfants, donc cet aspect d'équidignité. Il ne fait pas ça contre moi, c'est un comportement d'enfant, et positive aussi dans la façon d'adresser les comportements difficiles. Donc d'intervenir d'une façon qui soit très constructive, et plutôt que de retirer, menacer, etc., d'être dans l'encouragement vers les comportements attendus. Alors moi j'y vois encore un autre sens en vous lisant, qui est le positif, j'allais dire au sens un peu anglais du terme, des faits, de ce qui existe, parce que vous dites souvent que lorsque l'enfant n'a pas réussi à respecter une règle, vous la rappelez, et puis essayez aussi d'indiquer ce qui est autorisé plutôt que ce qui est interdit, et ça c'est tout le recours au langage, quoi. Mais on s'appuie sur des faits, on essaye de poser les choses et de dédramatiser et d'enlever un peu de l'émotion. Oui, et puis les enfants ont besoin d'attentes très précises et concrètes. Je dis souvent, sois sage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, pour de la façon de se tenir à table, il faut que tes 2 fesses elles soient sur le siège, que tes pieds, s'il y a un marchepied, soient sur le marchepied. Et puis des fois, on prend une photo et on la garde comme modèle. Chez les petits-enfants, ça fonctionne bien. Regarde, il faut être comme le modèle. Super, bravo, t'as réussi. Dans les outils que vous préconisez de manière assez récurrente pour apprendre des choses à l'enfant, mais aussi pour sortir d'un comportement problématique, il y a le jeu. On s'appuie quand même sur un truc que les enfants aiment bien. Oui, c'est un peu leur modalité privilégiée, le jeu. Et dès qu'on arrive à aller sur ce terrain, tout devient plus facile. C'est-à-dire que respecter une règle qui a l'air d'être une contrainte très lourde, qui empêche de faire beaucoup de choses, c'est dur. Mais la transformer en un jeu, d'ailleurs, les adultes aussi avaient ça avec certaines techniques de création. Je pense dans la littérature, l'Oulipo, se mettre une contrainte pour... L'ouvroir de littérature potentielle. Pour créer des choses, pour créer davantage. Et bien là, de transformer les choses en jeu permet d'encourager plus facilement les comportements attendus sans effort. Dans les conseils, je trouve très précieux que vous donnez, vous soulignez la valeur de l'attention qu'on porte aux enfants, du temps qu'on leur donne. On en a parlé récemment ici quand on parlait des téléphones portables et des écrans, avec cette phrase de Sophie Marinopoulos qui dit c'est l'écran fait écran. Et c'est ça le principal problème. Alors ça peut être évidemment ce qu'on y regarde, mais c'est surtout ça. Et les enfants cherchent en permanence le regard, l'attention, une vraie attention pleine de leurs parents.
Oui, il y a beaucoup de comportements difficiles qui viennent dans une demande d'attention. Il y a les enfants qui ont tendance à couper la parole. Quand ils sont petits, c'est difficile d'attendre son tour. Ou ceux qui ont des comportements difficiles pour attirer l'attention et qui ne savent pas comment la demander. Et on peut vraiment aider. Alors, pour les tout petits, notre attention, elle est très importante et on va avoir du mal à différer. Mais en grandissant, on aide les enfants à savoir comment obtenir de façon adaptée de l'attention. Donc, plutôt que de taper ou de faire l'andouille en s'accrochant au rideau, on peut avoir des demandes beaucoup plus claires vis-à-vis des parents. Et aussi, comment les parents peuvent différer petit à petit l'attention. C'est-à-dire, pour l'instant, je cuis les pâtes. Ouais. Fais ce truc-là, donne-moi ça, et quand on sera arrivé là, ce sera le moment où je serai entièrement disponible pour toi. Et différer, ce qui permet aussi de ne pas dire non, parce que c'est pas marrant pour plein de parents de dire non. Oui, et puis les parents... En différent, on dit pas, c'est pas un vrai non, quoi. C'est un pas maintenant, tout à l'heure, autrement. Même pour les parents, ça baisse un peu la pression, parce que différer... Alors, ils n'ont pas tant que ça envie de dire non, et on peut les comprendre. C'est pas non, je ne veux pas m'intéresser à toi, c'est non, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et quand on peut dire, ok, oui, tu auras mon attention dès que... et qu'en plus, on peut fournir une mission qui permet à l'enfant de patienter plus facilement, qui l'aide, alors il aura son attention de façon plus pleine, plus intense le moment venu. Voilà, et comme ça, vous ne criez pas, ça ne peut plus durer, point d'exclamation, comme il y a sur la couverture du livre. Et ces 35 lignes de conduite pour changer les comportements difficiles de nos enfants, ça vient de sortir, c'est chez Marabout, c'est signé Céline Siritelis, très très utile, très bien construit. Vous restez avec nous, on va aller du côté d'un collège pour retrouver Amélie Paris et les années collège, à qui Cécile va céder la place dans quelques secondes, les années collège. Les années collège, notre rendez-vous avec vous, Amélie Paris, chaque semaine. Bonjour. Bonjour. C'est bientôt le moment de faire ses vœux concernant l'orientation quand on est en 3e. Et pour aider les élèves à y voir plus clair, vous avez organisé dans votre collège, Maurice Utrio, Paris dans le 18e, vous avez organisé un événement qui vient de se tenir, c'était tout à fait fin février, à la rencontre des filières professionnelles. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'était très bien. Et comme l'éducation à l'orientation est pensée de manière collective, avec la psychologue de l'éducation nationale spécialiste en orientation, le CPE, les professeurs principaux des classes de 3e, nous avons organisé ces rencontres qui se sont tenues sur une après-midi dans le but de valoriser la filière professionnelle, puisque les élèves de 3e doivent choisir à la fin de l'année entre la voie générale et technologique ou la voie professionnelle. Donc vous avez fait venir plein de lycées pro, plein de Alors, il y avait 14 sections, lycées, 14 lycées professionnels, plus d'une trentaine de filières représentées, parmi lesquelles mode, broderie, logistique, transport, horlogerie, électricité, environnement connecté, modélisation 3D, microtechnique, informatique et réseau, cuisine, photographie, bref. J'en oublie. Pas juste tout noté là. Moi non plus, j'en ai oublié. Il faut savoir qu'il existe 250 filières différentes en voie professionnelle. Alors ce sont des filières que les élèves et parfois leurs parents ne maîtrisent pas. Il est indispensable qu'ils les connaissent pour ne pas être orientés par défaut à la fin de la 3e et souvent parce qu'ils n'ont pas pu accéder au lycée général et technologique. Donc il faut vraiment placer les élèves dans une position réflexive pour une orientation choisie et non pas subie. Le lycée professionnel qui parfois, pas partout, mais pas toujours, mais à Paris en particulier, pâtit d'une mauvaise réputation qui est à la fois injustifiée et persistante. Oui, il est souvent présenté comme une voie de secours, il est rarement choisi par les élèves, synonyme d'échec, donc il est encore trop souvent déconsidéré. Alors on le rappelle, il présente la particularité d'allier deux formations, une théorique et une professionnelle, avec des périodes de formation en milieu professionnel qu'on appelle communément les stages, qui sont répartis sur les 3 années de seconde, première et terminale. Et 2 finalités lui sont ainsi assignées, donc l'insertion professionnelle et la poursuite d'études. Poursuite d'études, ça parle, ça, normalement. Mais oui, c'est quelque chose sur laquelle on insiste beaucoup avec nos élèves, parce que pour eux, après un bac professionnel, on ne peut pas faire d'études. Or, c'est complètement faux, puisque les élèves qui obtiennent un bac professionnel poursuivent souvent en BTS. Alors moi, j'entends souvent dans la bouche de mes élèves, bien avant la 3e, « Oh non, nous, on veut faire général, on veut être riche, la voie professionnelle, jamais, surtout pas. » Et tout cela par méconnaissance, en fait, parce que c'est normal, entre 12 et 14 ans, c'est difficile de connaître tout ça. Et puis c'est quelque chose donc, qui nourrissent entre eux et qu'il est très, très difficile de déconstruire, d'où l'importance de faire ce type de rencontre. D'ailleurs, les élèves, ils sont plus contents. Il y avait un sondage via Voice pour le collectif Une Voix pour tous, c'était sorti en 2023. Il montrait que seuls 53% des élèves avaient choisi eux-mêmes cette voie et que 84% en revanche des Français passés par le lycée pro en avaient un bon souvenir et tout reste une bonne expérience. Oui. Et heureusement, il y a
a donc des élèves qui ont un vrai projet en lycée professionnel et qui ne le regrettent pas. Et donc c'est important quand on fait ce genre de rencontre de faire venir aussi des lycéens et des étudiants. Et nous, il y avait un élève, un lycée qui propose un BTS, donc il était étudiant en BTS cuisine. C'était un ancien élève de chez nous, il habite encore le quartier. Donc ça, c'était un témoignage très précieux pour vraiment déconstruire les idées que les élèves se font de la voie professionnelle. Les parents, vous les avez invités? Les parents, on ne les a pas invités. Alors justement, c'est ce qu'on veut absolument faire l'année prochaine, parce qu'il faut réfléchir tous ensemble à cette idée, cette mauvaise idée de la voie professionnelle. Et d'un tout petit mot, parce que c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais quand même, il est en pleine réforme, ce lycée pro, et ça suscite pas mal de résistance parmi vos collègues, quand même. Oui, parce qu'à la rentrée 2024, le tronc commun des élèves de terminale sera réduit pour ceux qui le souhaitent, afin de permettre la mise en place d'un stage indemnisé de 6 semaines. Alors pour le gouvernement, cette réforme vise à favoriser l'insertion professionnelle. Les enseignants, eux, s'inquiètent évidemment de la baisse de la durée des cours pourtant nécessaires à la formation d'un citoyen émancipé et éclairé. Quant aux syndicats enseignants, ils y voient une manière de fournir au monde de l'entreprise une main-d'œuvre bon marché. Bref, c'est compliqué et difficile de ne pas être désorienté. Et oui, alors c'est bien s'orienter, le Macron. Merci beaucoup, Amélie. Davantage tourné vers le monde du travail. On rappelle quand même ici que les lycéens professionnels, ce sont 620 000 élèves en France. C'est à peu près un tiers d'une classe d'âge. Amélie, merci beaucoup. Merci Céline de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. Ça ne peut plus durer, c'est le titre de votre livre qui vient de sortir chez Marabout. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Eva Troller au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son et Théo Boscar, Théo à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.